Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakandasena Mukha. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakandasena Mukha et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ avec notre ami Ilialana, ici présent. Bonjour, Major Ilialana, comment allez-vous en ce jour? Bonjour, eh bien, je vais bien, merci. Et vous-même, ça va bien? Eh bien oui, ça va bien, sans problème. Merci beaucoup. Alors nous voici à nouveau réunis, vous et moi, pour cette nouvelle édition des entrevues avec une Dvish, en l'occurrence la 42e, à l'occasion de laquelle, eh bien, nous avons au programme 9 questions aujourd'hui, avec, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 intervenants. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite, si vous êtes prêts. Je suis absolument prête. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir si je peux faire mieux que d'habitude. Mieux que d'habitude. Pourquoi voulez-vous faire mieux que d'habitude? C'est pas bien d'habitude? Je suis... Bon, enfin, je trouve que je suis très décousue, hésitante parfois. J'ai du mal. Faut que j'arrive à clarifier ma pensée, être plus directe dans les réponses. Je sais pas, enfin... J'ai essayé de faire mieux. Ah bon, vous trouvez. Bon, pourtant, personne ne s'en est jamais plaint de vos interventions. Mais enfin bon, pourquoi pas. Dans le pire des cas, ça ne pourrait être que mieux. Hein? Bon, ben on y va alors. On y va, je vous écoute. Ok, alors, première question d'un ou une anonyme. La venue de Jésus-Christ est-elle seulement une tentative de l'absolu de nous réorienter, l'humanité, de nous empêcher de couler? Donc sa venue est-elle vraiment trop tôt? Était-elle vraiment trop tôt, pardon? Jésus n'a pas pu empêcher le mal de se répandre. Parlez-nous de ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Ah, le parlez-nous de... Bon, est-ce qu'on peut déjà répondre à ça, Eliane? Oh bah oui, on peut répondre à ça très facilement. Hein. Alors, la venue de Jésus est-elle seulement une tentative de l'absolu de nous réorienter l'humanité, de nous empêcher de couler? Sa venue était vraiment trop tôt? Non, non. Jésus n'est pas venu pour réorienter l'humanité, pour éviter de couler. Jésus était une incarnation parmi tant d'autres venus à des moments précis au sein de l'histoire de l'humanité et de l'âge de fer pour apporter une nouvelle possibilité de dans l'évolution de la conscience collective de l'humanité, par ses enseignements, par l'énergie, par le saut appliqué à ce monde, par la présence d'une incarnation de l'absolu quand même. Et voilà, ça n'avait pas vocation à empêcher de couler. C'était une étape dans l'encours, la progression de l'humanité vers une conscience suffisamment élevée pour pouvoir assumer un retour de l'âge d'or, donc une fin des caractéristiques propres à l'âge de fer, et de réaccueillir, en principe, une incarnation de l'absolu qui demeure constamment présente d'une manière ou d'une autre dans une incarnation ou une autre, c'est-à-dire à un moment qui est l'âge d'or et ensuite l'âge de diamant puisqu'on l'a connu en 2010, un moment, enfin un temps particulier où les incarnations conscientes d'elles-mêmes restent définitivement présentes au sein de l'humanité. C'est ça vraiment que ça a servi, quoi. Alors, sa venue était-elle trop tôt? Ben non, il est venu précisément au moment où il fallait qu'il vienne, hein. Ni avant, ni après. Alors, Jésus n'a pas empêché le mal de se répandre, effectivement, mais c'était pas le but non plus, hein, ceci dit, puisque il n'était qu'un aspect relativement mineur de l'absolu, puisque il rejoint en ça le Bouddha par exemple, qui était un peu de la même alternative, mais 5-6 siècles avant, et puis il y en a eu après également. Toutes les incarnations de l'absolu ne sont pas messianiques, elles ne sont pas forcément mystiques non plus. Napoléon en était un, mais il n'avait pas vocation
Il n'avait pas du tout la vocation de faire en sorte que l'humanité évolue davantage. Il était là pour décondenser le karma de l'Europe, par exemple. Bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, Jésus n'était que un parmi tant d'autres. Ce sont les religions qui focalisent sur un aspect unique, comme s'il n'existait que celui-là et que tout le reste était à jeter au feu. Ça c'est la politique de division des religions. Si on regarde de façon beaucoup plus large, eh bien, ça s'inscrit dans une toute autre dynamique. Là, en l'occurrence, bon, le Bouddha est venu, par exemple, enseigner la compassion. C'était quand même relativement nouveau à l'époque. Ensuite, le Christ est venu pour les grandes étapes de l'humanité. Le Christ est venu enseigner l'amour. Donc, l'amour force, la compassion force, tout ça. Hein. Bon, l'aspect force des enseignements, des aspects de l'absolu incarné, a été gommé systématiquement. C'est pour ça que maintenant on le rajoute avec force, hein, histoire de remettre ça à l'honneur, parce que ce n'est ni de la compassion mièvre autodestructrice, ni de l'amour mièvre non plus, qui ont jamais été enseignés par l'absolu de manière ou d'une autre. Hein, jamais. Hein. Donc, vu que ça a été considérablement oublié, eh bien, maintenant, on est obligé de considérablement le réactualiser pour faire rentrer ça dans la tête des gens, hein. Dans la tête et dans le cœur. Mahomet, par exemple, est venu pour enseigner l'aspect universel de l'absolu, sans visage particulier. Hein, on sait, l'humanité chrétienne, en tout cas, c'est focalisé sur l'image du Christ, qui n'était même pas le visage qu'il avait à l'époque, ni les caractéristiques physiques. Mais on fait des icônes, c'est de l'iconolatrie, on adore les images. Finalement, on rend un culte à une image plutôt qu'à un aspect supérieur. Donc ça, il fallait éviter. Donc Mahomet est venu pour ça et enseigner la tolérance. Bon, vu la religion qui en découle, ça a un peu raté. Enfin, ils ont tous partiellement échoué. Hein. C'est pour ça que je comprends cette question. Jésus n'a pas réussi à endiguer le mal. Il est peut-être venu trop tôt. Non, chacun avait quelque chose à faire qu'il a fait. Il l'a fait correctement, plus ou moins. Mais disons que le but n'était pas de faire échec au mal. Or, l'âge de fer appartient à l'ennemi. Donc, il fallait laisser l'âge de fer se terminer pour donner une chance à l'absolu de pouvoir vaincre cet ennemi une fois pour toutes. Donc, c'est ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Bon, ok. C'est vrai que les pensées religieuses cloisonnent énormément autour d'idées reçues. Hein. C'est vraiment... c'est pas facile de sentir autre chose que le renfermer dans une religion, quand même. Disons qu'une religion empêche absolument le recul de la pensée. Hein. On doit impérativement se focaliser sur le dogme, et à partir du moment où on commence à réfléchir par soi-même, on fait déjà pousser en soi la graine de l'apostasie. Oh là là. Non, c'est pas un bon terrain du tout, la religion. Oh là là, pas du tout. C'est vrai que l'humanité devra quand même finir par en sortir. Enfin bref, deuxième question de la même personne. Si les moyens de déplacement dans le futur sont la téléportation, ferons-nous encore de la bicyclette, de la moto, lol? Ah ouais, effectivement, ça change de registre. C'est une vraie question. Ah bah je suppose que oui, hein. C'est pas parce qu'il y a un lol. Non, je suppose que c'est une vraie question. Alors... Voilà. Est-ce qu'on fera du vélo et de la moto? C'est pas pour dire, hein, mais la pensée humaine, parfois, est bizarre, quand même. Alors, la téléportation, pas systématiquement, je veux dire. Hein, si on va de sa chambre à sa cuisine, on va pas y aller en téléportation. On va pas y aller en bicyclette non plus, hein. Non, mais bon, oui, on fera de la bicyclette et de la moto, et des patins à roulettes, enfin, ce que vous voulez. Pour le plaisir aussi, hein, c'est quand même... Alors, cette sensation du vent dans les cheveux, c'est quand même intéressant. Si, bien sûr que si. Hein. C'est comme si je vous disais, maintenant on a inventé l'avion, donc on fera plus de bicyclette. C'est pas pareil, hein. C'est tout à fait autre chose. Donc oui, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Ouais, je sens que vous êtes à l'affût d'une éventuelle question qui soit présentée de manière humoristique et que vous la compreniez pas vraiment. Hein? Je me trompe? Disons que c'est pas toujours évident, hein. C'est vrai que parfois,
Bah, c'est comme l'histoire du est-ce que un plus un fait toujours 2 enfin, bref. Ouais, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je le comprends, hein, c'est pas grave. Allez, donc deuxième intervenant, Marjolaine. Ça faisait longtemps. Bonjour Marjolaine. Bonjour Marjolaine. Alors Marjolaine nous demande ceci. Les gens que nous aimons, JFK, Diana, la princesse je suppose, Prince, Jackson, Michael, assurément. Dans quel état sont-ils? Reviendront-ils pour nous les reconnaître, pardon. Alors... Mais déjà, tout le monde n'aime pas forcément les mêmes personnes. Bon, JFK, oui, effectivement, lui, c'était le mouton noir de la famille Kennedy. Donc, en fait, en l'occurrence, c'était un agneau de la bergerie, non, un agneau dans la tanière des loups, si je puis dire. Diana, ouais, Prince, bon, enfin, bon, aime Prince qui veut, mais c'était pas forcément quelqu'un de bien. Il a quand même vendu son âme à l'ennemi pour pouvoir avoir gloire et argent. Donc bon, voilà. Michael Jackson, bon lui c'est quelqu'un vraiment bien, effectivement. Bon, dans quel état sont-ils? Ben, ça dépend. Hein. JFK, bon, il y a pas trop de problèmes. Il est réincarné, il me semble. Pas complètement certain, mais il me semble. Diana, je ne suis pas sûre qu'elle s'en sorte. Elle est encore dans les colonnes de lumière au niveau des possibilités de soins, mais c'est les dommages subis en étant restée près de la famille royale anglaise ont l'air d'être relativement irréversibles. Donc je ne sais pas. C'est pas simple dans son cas. Prince, bon bah lui de toute façon. Alors ça c'est quelque chose qui fait débat. Oui, ce sont des gens, ils ont en pleine conscience, quoi, signé un pacte avec le diable entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on leur a présenté, hein, pour obtenir gloire et argent, notoriété, facilité, etc. Donc ce sont des gens qui se sont compromis autant qu'il est possible de le faire. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui vaut l'enfer en tant que tel. Hein. De toute façon, même n'importe quel pacte avec le diable ne menait pas les gens ayant pactisé en enfer après leur mort. Les enfers avaient d'autres vocations que ça. Là, en l'occurrence, c'est devenir l'esclave de l'ennemi et pouvoir être à sa disposition pour absolument n'importe quoi. C'est comme chèrement payé. Hein. Et ça, c'est censé être pour l'éternité, hein, vous vous rendez compte? Bon, mais c'est vrai que maintenant, ils sont débarrassés de l'ennemi. Mais que croyez-vous que nous allions leur faire? Ah ben, bienvenue dans le nouveau monde, finalement, vous irez pas en enfer, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, voilà, vous remet le pied à l'étrier et tout ça. Je suis pas sûr, hein. Il y a deux politiques qui sont en balance, soit on les fait assumer leurs responsabilités, donc évidemment il ne s'agit pas de les jeter dans quelque enfer que ce soit, mais finalement de leur faire assumer leurs responsabilités en rapport, hein, ils ont fendu leur âme à l'ennemi, donc que leur âme parte là où se trouve l'ennemi, à savoir nulle part. Ou alors il y a la politique du pardon. Bon, c'est vrai que c'est un peu facile ça, hein, ces gens-là ont tout reçu de l'existence, ils n'ont jamais eu de problème. Prince, l'ennemi l'a liquidé parce qu'il a commencé à parler des chemtrails quand il s'est rendu compte qu'il y avait des choses vraiment moches derrière ça. Une prise de conscience, pouf, il en a parlé, il a dénoncé ça. Forcément, les agents de l'ennemi ne dénoncent pas les manœuvres de l'ennemi, hein, ou alors ils se font liquider, c'est ce qui lui est arrivé pour le coup. Mais il n'empêche qu'il a quand même vendu son âme. Donc il a officiellement signé pour renoncer à toute chose liée à l'absolu. Alors je ne sais pas, honnêtement, de toute façon c'est pas moi qui décide, hein, j'en sais rien, et puis je suis pas avocate, moi, hein, je plaide pas en faveur des âmes. Enfin il y a une chance sur deux qu'ils disparaissent définitivement. Voilà, donc quant à Michael Jackson, lui, il était un peu abîmé aussi, donc on est en train de le soigner correctement, il reviendra de toute manière. Donc tous les gens qui sont passés entre les mains de l'ennemi,
ne s'en sortent pas forcément bien. Quant à revenir, s'ils sont en position de revenir, ils reviendront. Sinon, non, tout simplement. Et les reconnaître, non, ça c'est absolument hors de question. Il vaut mieux pas, ni pour vous, ni pour eux. Ça, ce serait contre-productif pour tout le monde. Ça, c'est un épisode qui est passé, qui s'est plus ou moins bien ou mal passé. Bon, maintenant, il faut qu'elle réenclenche le processus évolutif dans lequel ils sont censés s'être inscrits par l'incarnation et puis faire de nouvelles expériences. Ça sert à ça, la réincarnation aussi, c'est remettre les compteurs à zéro et repartir. C'est pas pour leur recoller les mémoires du passé sur le dos à l'occasion d'une nouvelle incarnation. Dans ce cas-là, ça ne sert absolument à rien. Donc le reconnaître, non. Donc ça, on fera tout pour que ça n'arrive pas, de toute manière. Vous êtes sévère, hein, quand même, avec Prince et compagnie, là. Oh, sévère. Je vous dis, moi, je suis pas concerné, hein. Je rentre pas dans cette logique-là, mais bon, je sais pas, le mec se met à disposition du diable, avec tout ce que ça comporte, hein. Donc on l'appelle diable ou autre chose, peu importe, c'est pour l'iconographie, c'est pour, voilà, pour dire. Il se met à totale disposition du mal pour pouvoir avoir tout ce qu'il veut sans le moindre effort. Et après, quand tout par hasard, ce qui n'est pas censé arriver, le mal est définitivement défait, il faudrait lui dérouler le tapis rouge. Non mais, vous vous rendez compte? Moi, ça dépendrait que de moi, franchement, j'y réfléchirais 2 fois quand même, hein. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire finalement, parce que leur sort à ces gens-là ne sont pas... n'ont pas défini encore, hein. Des gens actuellement, hein, comme Katy Perry et Rihanna par exemple, hein, les 2 figures féminines emblématiques dont on sait, parce qu'elles l'ont dit elles-mêmes, qui avaient vendu leur âme au diable pour pouvoir réussir. Ben c'est bien. Maintenant, vous savez, l'âge de diamant, c'est pas l'âge des chamallows et des loups, hein. C'est l'âge de la haute responsabilité. Alors ils ont tous pleinement, consciemment accepté de se vouer à la cause du mal, alors qu'ils en assument la responsabilité et qu'ils suivent le mal là où il se trouve. Et si le mal disparaît, bien qu'il disparaisse. Bon, a priori, hein, attends, je vous dis, moi je suis pas avocat, je suis pas juge, je ne m'occupe pas de ça. Mais je trouve que dans l'âge de la responsabilité des choix de chacun, alors on dira oui, quand ils ont fait ce choix-là, c'était l'âge de fer. Mais ils le feraient peut-être plus aujourd'hui, peut-être, c'est pas sûr. Et ça, ce sont des âmes hautement opportunistes. Alors, vont se rallier à l'âge de diamant, se rallier au couple sacré, à la cause de l'archimagistère, hein, du paradigme nouveau et des nouvelles lois. Et si, à un moment donné, il leur semble que, à tort ou à raison, quelque chose se pointe et risque de mettre ça en défaut ou leur offre davantage d'opportunités personnelles, alors ils vont vendre leur âme au nouveau qui arrive. C'est dangereux, hein. Donc, bon, après, vous savez, moi, ce que j'en dis, voilà. Ouais, en tout cas, l'argument se défend, c'est clair. Bon, voilà. Alors, deuxième question de Marjolaine. J'aimerais revoir mes animaux et leur demander pardon. Comment sentir que l'on est pardonné par eux ou par les humains? Les croiserons-nous pour ça? Alors, dans le principe du pardon, il y a 2 choses, hein. Il y a le fait de solliciter le pardon de celui ou celle auquel ou à laquelle on a causé du tort, et il y a le fait de se pardonner à soi-même. Ce sont 2 choses bien distinctes parce que, en général, les autres vous pardonnent souvent assez facilement quand même. Surtout au niveau des règnes de la nature, ils ne sont pas très revanchards. Bon, ils l'ont été en âge de fer, mais enfin, ils ont subi des centaines de millénaires d'esclavage et de torture. Ça peut laisser des traces aussi. Enfin là, leur demander sincèrement pardon, s'ils le sentent, surtout dans la logique actuelle, ils vous l'accorderont sans problème. Mais est-ce que vous arriverez à vous pardonner, vous? Parce que les autres vous pardonnent plus facilement que les gens se pardonnent à eux-mêmes. Très souvent. Il n'y a pas pire juge que soi-même face à soi-même. Donc c'est ça qu'il faut se demander. Je pense que la toute première chose, c'est savoir se pardonner à soi-même de manière vraiment sincère.
et ensuite solliciter le pardon de l'autre. Pas forcément le sens inverse. Enfin, disons que sentir que vous êtes pardonné, ça, il faut chercher en vous, hein, tout simplement. Il y a pas tellement de méthodes, il n'y a pas de recette pour ça. Donc à partir du moment où vous leur demandez pardon, il y a de très fortes chances qu'ils vous l'accordent. Alors le moyen peut-être de vous faire pardonner, c'est de reprendre un autre animal de la même espèce, et dans cette logique de faire mieux que vous n'avez fait, et pour concrétiser ce repentir intérieur, alors soignez cet animal comme jamais vous ne l'avez fait avec le précédent, puisque les animaux ne sont pas individualisés, c'est un âme groupe. Donc agissez envers lui en tant que représentant emblématique de cet âme groupe pour vous faire pardonner de l'éventuelle mauvaise expérience que vous lui aurez fait éventuellement connaître dans le passé en vous comportant moins bien que vous l'auriez pu avec un animal précis de ce même âme groupe. C'est intéressant pour ça, parce que ça permet vraiment de traiter directement avec la conscience collective de l'animal en question. Ce qu'on peut difficilement faire avec un être humain, puisque les êtres humains sont quand même relativement individualisés. Donc là, il y a possibilité éventuellement de faire beaucoup mieux, de manifester ce repentir, donc, en corrigeant la ligne de tir, en faisant quelque chose de vraiment, vraiment bon avec l'animal du même groupe, pour compenser un peu les choses qui n'auraient pas été faites correctement avant. Ça c'est intéressant par contre. Alors les croisés, vous savez, je dis, ils sont pas individualisés, sauf exception. Il y a des consciences animales au sein d'un groupe qui sont beaucoup plus évoluées que d'autres, et donc ils ont tendance à se marginaliser. C'est l'étape préparatoire au passage à un degré supérieur d'évolution, soit dans le règne animal, soit en passant dans le règne humain ensuite. Un chat est capable de passer dans le règne humain tout de suite. Ça arrive pas si souvent, mais c'est possible. Donc eux, évidemment, ils sont un peu particuliers. Mais s'il s'agit de l'émergence classique d'une part de l'âme groupe dans un animal, bien séparé, lui, enfin l'animal, quoi, sur le plan physique, là, vous ne pouvez pas le recroiser dans la mesure où cet animal, quelque part, est la matérialisation physique d'une part holographique de l'âme groupe en question. Alors, un animal en vaut un autre, à ce niveau-là. Vous pouvez croiser n'importe quel autre animal, même s'il a des comportements différents, forcément dû à son vécu ou son conditionnement. Eh bien, vous pouvez vous comporter avec lui de manière à ce que l'ensemble de l'âme groupe en profite. Voilà. Sinon, non, c'est les allées et venues entre les âmes, c'est quelque chose de très volatile, de très subtil, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas comme avec les humains, on se rencontre pas si facilement. À moins que vous ayez eu un animal ayant une forte personnalité qui avait tendance à se dissocier de ses congénères. Là, peut-être, éventuellement, vous pourriez le retrouver. À ce moment-là, il suffit de l'appeler à vous, et le moment venu, il viendra certainement. Un animal a cette extraordinaire faculté d'obtenir ce qu'il veut. Quand il veut être chez quelqu'un en particulier, même s'il naît à l'autre bout de la planète, que là où se trouve la personne à qui il veut vivre, s'il veut vivre avec elle, je vous garantis que rien au monde ne l'arrêtera. Et il se retrouvera avec lui. On l'a très souvent constaté, pardon. Donc voilà, finalement, ça laisse de l'espoir. Eh ben oui, c'est une jolie réponse, hein, effectivement. C'est vrai qu'on a toujours un peu de regret par rapport aux choses qu'on aurait pu faire ou pas faire. Mais bon, la vie, c'est ça, on apprend aussi. Chacun apprend souvent au dépend de l'autre. Mais les animaux font ça aussi. Hein. Parfois, quand ils s'en vont, ils se disent aussi « Oh, j'aurais dû être plus gentil avec lui, avec elle. » Ne s'inquiète pas, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas si grave. Allez, voilà pour les questions de Marjolaine. On passe aux questions de Siobhan Lawson. Ah, notre petite Siobhan préférée.
Je suis contente quand elle pose des questions. Ouais, je sais bien, la Prakandasena Mukha, tout entière, hein, une petite affinité avec elle quand même, et vice-versa, me semble-t-il. Allez, première question donc de Shivon. Bonjour à tous les deux, je tenais à vous remercier de m'avoir conseillé de faire l'acquisition de l'obsidienne dorée. Je sens qu'il y a beaucoup de nettoyage intérieur qui se fait en moi et cela fait du bien. De plus, j'ai eu recours à l'huile de bois de santal et cela m'a soulagé également. Je vous en remercie. Ah bah voilà, comme quoi, hein, ouais, ne donnez pas de mauvais conseils, hein, Eliana. Oh bah, j'essaye, hein, c'est quand même le minimum. En tout cas, je vous remercie, Shivan, de nous avoir donné un retour par rapport à ces conseils. C'est vrai que c'était important en fait de savoir où ça en était, cette histoire-là. Alors, quelle est la question du jour? Alors, la question du jour est celle-ci. J'ai une question qui est en rapport avec le mensonge fait par l'ennemi sur les dinosaures. Je ne comprends pas pourquoi nous avoir menti là-dessus. Pourquoi nous mentir sur des animaux qui ne sont pas existants? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Oh, mais c'est extrêmement simple. L'ennemi n'a jamais supporté que les gens, l'humanité, connaissent la vérité sur quoi que ce soit. Il a tout voulu contrôler en faisant en sorte de placer l'humanité sur une potentielle voie de garage. À partir du moment où on va puiser ses racines ailleurs que là où on est vraiment né, on est en position de faiblesse. Prenez le cas d'un enfant qui naît de parents inconnus pour lui. Le père s'en va, laisse la mère seule, la mère ne peut pas assumer toute seule, elle a fait une bêtise, et elle abandonne l'enfant qui est élevé par les institutions, etc. On pourrait dire si elle a reçu, admettons, une bonne éducation, cette âme-là, incarnée dans cet épisode-là de vie, peut se dire bon bah voilà, j'ai une bonne éducation, j'ai un bon métier maintenant, bon je m'en fiche, la vie est belle et puis c'est bon. Mais non, il y a toujours cette volonté de se rattacher à, non pas forcément à son passé, mais à ses racines. Chacun a envie de savoir d'où il vient, comment il est venu là, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il est né et pourquoi il s'est passé ce qui est passé. Donc finalement, ça c'est au niveau individuel, au niveau de l'humanité c'est pareil. Alors, pour éviter qu'on se pose ce genre de questions en cachant simplement l'information, eh bien, on persuade l'humanité qu'elle vient de complètement ailleurs de là où elle vient, qu'il s'est passé autre chose que ce qu'elle pense qu'il s'est passé. Enfin, qu'elle pense autre chose que ce qui s'est vraiment passé. On ne lui dit rien de ce qui s'est vraiment produit, puisque l'ennemi était déjà là à cette époque-là, donc ça lui permet d'avoir un ascendant extrêmement fort sur cette humanité. Tous ces gens qui s'imaginent qu'ils descendent du singe, enfin, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que l'homme est un hominidé, donc il vient forcément de l'évolution d'une race ancienne de grands singes qui s'est distinguée du monde animal par là. C'est pour ça qu'il y a des humanités qui viennent d'autre chose que du singe, parce que la nature a fait en sorte que d'autres classes d'êtres étaient privilégiées davantage. Donc c'est cette voie-là que cette humanité-là a pris pour pouvoir émerger à l'humanité. Mais disons que c'est vrai qu'il y a des millions d'années d'histoire qui sont cachés par l'ennemi pour empêcher l'humanité d'avoir conscience de ce qui s'est passé avant, de là où elle vient, de ce dont elle a été victime déjà de sa part à l'époque, et pour rester ignorant. De toute façon, l'ennemi sait qu'un peuple ignorant est un peuple malléable. Donc s'il fallait inventer un passé, eh bien, il a inventé un passé duquel l'humanité était complètement absente et qui a évolué de manière, je sais pas, anarchique quelque part, un peu chaotique. Alors attention, je dis que la plupart les dinosaures tels qu'ils sont présentés, l'histoire qu'on leur raconte et l'époque à laquelle ils étaient censés exister, tout ça est faux. Je n'ai pas dit que de grands reptiles n'avaient jamais existé. Mais par contre, ils ont été contemporains à l'humanité à une certaine époque. Il y a des peintures rupestres dans certaines grottes qui sont absolument fermées au public et qui représentent des humains côtoyant des dinosaures, entre guillemets. En tout cas, des sauriens de grande taille.
effectivement. Il y a eu une époque où ça a été présent. Alors, disons que l'ennemi a profité de sa connaissance en la matière pour changer le cours de l'histoire, séparer les époques, les rallonger d'un côté, les raccourcir de l'autre, enfin faire un peu n'importe quoi. Mais il y a une volonté de mainmise par l'ignorance et le mensonge. Ça c'est absolument clair. Et on le voit même au quotidien, je ne sais pas moi, à un endroit, je sais pas, je vais donner un exemple stupide, mais enfin, il y a un endroit où personne ne va pour une raison ou pour une autre, et la météo du coin donne la météo de partout, et y compris ce coin où personne ne va, et si personne ne peut le constater, eh bien ils vont dire qu'il fait un temps différent que le temps qu'il fait. Pourtant tout le monde s'en fiche, personne n'y est. Mais c'est pour le simple, je dirais pas le plaisir, mais la nécessité impérative de mentir, de donner une information fausse, de verrouiller l'information. Les gens se nourrissent d'informations, les gens intègrent une information qui finit par faire partie d'eux. Alors, si on est constitué de parts d'informations qui sont fausses, on est fragilisé face à quelqu'un qui détient cette vérité. C'est vraiment une logique d'affaiblissement absolu et de détournement systématique de la vérité. Ça ne sert à rien, mais on le fait quand même. Pour le principe. Voilà, c'est compulsif chez lui. Alors il ne dit pas que des mensonges. Il noie le mensonge dans certaines choses vraies. Ou alors il travestit la vérité. C'est vrai sous un certain angle, mais pas un autre. Il ne dit pas que des mensonges, pour que celui qui subodore le fait qu'il mente ne sache pas où est la vérité et où est le mensonge. Il sait qu'il y a un maximum de mensonges, mais il sait qu'il y a des choses vraies, il ne sait pas où. C'est un jeu de piste perpétuel qu'on n'a aucune chance de gagner si on suit ses règles à lui. Voilà, et c'est comme ça à tout égard. Il a besoin que l'humanité soit fondée autour de postulats qui serait cru par l'humanité entière, quasiment à plus de 90%, et que ces postulats soient faux, tout simplement. On peut dire que l'ennemi a baladé l'humanité pendant des millénaires, tourné autour de son doigt et joué avec, quoi, finalement. Oui, si vous voulez, c'est une manière de voir, effectivement. Mais il y a cette volonté forcenée, que tout ce que les gens savent soit un mensonge institutionnalisé et que la vérité lui soit inconnue. Que ça serve à quelque chose ou que ça ne serve à rien, peu importe, l'humanité doit être cantonnée dans un parc d'illusions, peu importe laquelle, et illusion que l'ennemi soit capable de maîtriser parfaitement. Si l'ennemi maîtrise l'illusion en laquelle les peuples croient, à tout égard, il aura toutes les chances de manipuler l'humanité entière qui y croit. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons tellement de mal aujourd'hui à faire admettre à l'humanité que l'ennemi n'est plus là. Elle est absolument opposée à l'idée, d'admettre que ça puisse être vrai, en l'occurrence, que l'ennemi est disparu. Elle en a envie, mais elle ne peut pas y croire. Elle n'en est pas capable. Enfin, c'est en train de se faire tout doucement, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. En fait, c'est une manière de faire qui conduit l'humanité à s'enchaîner elle-même autour de la vérité de l'ennemi, même sans lui. Exactement, c'est exactement ça. Là, c'est pas gentil de sa part. Alors, deuxième question de Shivan. La deuxième question que j'aimerais poser est celle-ci. Pourriez-vous nous expliquer d'où viennent certains moments dans notre vie où nous avons l'impression d'avoir un déjà-vu, soit lié à un rêve, soit à une sensation familière? Merci encore de répondre à toutes nos questions avec un grand sourire. PS, ma maman a souhaité que je vous dise, Iliana, que vous avez un rire extraordinairement communicatif. Merci de nous le partager. C'est vrai, c'est gentil. Je ne savais pas, c'était communicatif. Bon, il est plein de joie en tout cas, ça c'est certain. Non mais merci de tout cœur, c'est vraiment gentil. Alors bon, la question, ah oui, la liste est déjà vue. Alors ça, oui. Eh bien, figurez-vous, j'ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo c'était là, je l'ai pas en mémoire tout d'un coup. Enfin,
J'ai déjà parlé des lignes de temps, des projections linéaires, et de l'actualisation dans le rêve. Reste dans le vidéo podcast sur la question portant sur les rêves. De ces actualisations qui vont se produire pendant le sommeil, qu'on ne perçoit pas comme étant une actualisation d'un futur potentiel pour que ce futur potentiel devienne effectif par rapport à la diversité des pensées émises dans la journée. Sur toutes ces pensées, chacune d'elles dirige vers un futur, donc potentiel, et pendant le rêve, il y a ce dédoublement de la conscience qui va en aval pour alimenter telle ou autre voie de préférence par rapport à telle autre, pour en faire son futur effectif par rapport à l'ensemble des futurs potentiels possibles. Eh bien, les sensations de déjà-vu sont des réminiscences qui ne sont pas censées se produire, mais qui se produisent quand même suite à un couac, à un bug un peu dans la procédure, et génèrent un rappel de mémoire de ce qui a été actualisé dans le passé pour en devenir le présent que vous vivez au moment où vous avez l'impression de vous souvenir d'une situation que vous auriez déjà vécue. En l'occurrence, vous l'avez vécu inconsciemment en sommeil lorsque dans le passé vous êtes venu jusqu'à cet instant présent pour en faire votre futur effectif. Et quand ce futur effectif, eh bien, est vécu en tant que présent, puisque les potentialités se sont effondrées autour de ce présent-là et pas un autre, eh bien, vous avez le rappel de mémoire, sans savoir pourquoi ni comment, de cette situation que vous êtes venu actualiser pour en faire votre futur, en l'occurrence. C'est ça. En fait, c'est assez amusant ce principe, parce que on se rend compte que la conscience humaine est capable finalement de manifester en elle l'état d'une situation qu'elle n'est pas censée embrasser, de manière à en obtenir une mémoire effective. Et pourtant, il y a des circonstances parfois où ça se produit. Donc, il y a en germe la possibilité de pouvoir savoir quel sera son avenir par rapport à ce qu'on aura soi-même décidé. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, je m'embrouille un petit peu les idées. En essayant de faire simple, évidemment je complique la chose. En fait, disons que j'avais dit qu'on n'était pas normalement en capacité de pouvoir prendre conscience de l'avenir que l'on va décider soi-même par dédoublement en rêve. Ce n'est pas quelque chose dont on ramène le souvenir. Et pourtant, la preuve en est par le principe des phénomènes de déjà-vu, que c'est une possibilité effective. Donc, peut-être que dans l'avenir, cette possibilité qui finalement est seulement accidentelle aujourd'hui, pourra devenir une véritable faculté humaine à aller décider en pleine conscience de faire le choix de son avenir. Ce qui conduira tout un chacun à faire d'autant plus attention aux pensées qu'il émettra, sachant que quand il ira dormir, il ira pleinement consciemment effondrer ce qu'il aura semé par ses pensées émises dans la journée. Ça, c'est très important, ça, finalement. Ça dessine une perspective qui est vraiment particulière, qui n'a jamais existé encore, et qui pourrait représenter une caractéristique précise de ce bond de l'évolution, enfin ce bond de l'humanité dans l'évolution, dans sa propre évolution vers quelque chose de totalement inconnu encore. Ça, c'est une perspective qui est très intéressante. Pour le coup, merci Shiva d'avoir posé la question, ça m'a permis de développer un peu sur ce sujet. C'est vraiment intéressant. Ça, on va l'observer par contre, parce que ça renforcerait, ça centuplerait la capacité de l'humanité à se responsabiliser dans l'émission des pensées, émission ou retransmission des pensées reçues au cours d'une journée, sachant très bien vers quoi telle pensée va pouvoir mener, de manière à les écarter, et si elles ont été émises, eh bien ne pas aller les choisir, et faire le choix conscient, quand on a passé une très mauvaise journée, et qu'on a pensé négativement toute la journée, se dire, oh là là, il faut au moins que j'envoie une bonne pensée, quelque chose de vraiment beau et constructif, pour que mon avenir puisse être conforme à ça, et non pas ressembler aux pensées émises le reste de la journée. Là, il y aura tous les espoirs du monde à nourrir
face à une humanité qui pourra prendre véritablement son destin. Moi, ce qui m'amuse avec vous, Eliana, c'est que sur une question relativement anodine, vous arrivez toujours à trouver une forme d'enseignement, tirer une conclusion à laquelle personne ne s'attend finalement et qui est absolument déterminante pour le plus grand nombre. C'est vraiment super. Ah, mais j'essaye absolument de trouver un petit élément qui soit inattendu par rapport à la réponse que l'on attend suite à une question précise et qui apporte vraiment quelque chose, qui apporte vraiment un plus. Ouais, j'essaye, hein, je réussis pas toujours, mais quand je peux, j'essaye. Eh ben, c'est tout à votre honneur. Enfin voilà, merci Chivonne pour les questions et puis eh bien merci et salutations de notre part à tous les deux. N'est-ce pas, Eliana? Absolument. Allez, un gros bisou de tous les deux pour vous, Chivonne, et votre mère. Allez, on passe à la question maintenant de Michel. Long intitulé. Alors, bonjour à tous les deux. Eliana et l'intervieweur anonyme qui ne veut pas dire son nom. Je veux pas, moi. Je reviens vers vous, c'est encore moi, entre guillemets, car j'avais une question certainement trop lourde concernant la justice, loi, magistrature, prison, détenus, récidive, voire peine de mort. Mais lors de la précédente vidéo, Marjolaine vous a enlevé aussi, Eliana, une fameuse épine du pied, sachant l'épineuse question sur cette justice lourde et laxiste de cette société actuelle. Alors, à la question de Marjolaine, vous êtes capable de sonder une personne, est-ce pareil pour tout ce qui existe, y compris les sans-âme? Votre réponse m'a paru sans équivoque. Il semblerait que ma question ne soit plus appropriée. Il ne sera plus question de ce genre de justice qui fait cas actuellement. Quelque part, tant mieux. Même beaucoup plus que simplement quelque part. Voilà. Votre justice sera équitable, juste, mais impitoyable à tout égard. Alors, en rapport avec ce qui est indiqué plus haut, ma question, que je souhaite simple et précise, ne craignez-vous pas que l'inconscient collectif de l'humanité, déjà durement éprouvé lors du passage vers ce nouveau paradigme, ne soit encore plus dans les émotions de crainte, d'angoisse, voire de terreur, par votre justice, même si, je le répète, elle serait équitable. Juste mais impitoyable. Pour les non-croyants, croyants, les religieux, ce que je ne suis pas en passant, qui resterait, ne verrait-il pas en quelque sorte le bras séculier de Dieu? Je comprendrai si vous jugez mes mots excessifs, car je sais malgré tout que vous êtes là pour aider l'humanité à sortir de ce marasme, et c'est peu dire. Merci de votre travail et votre empathie, Eliana, et également aux professionnels de l'interview. Je me permets, pardonnez-moi. Alors, Eliana, c'est un peu complexe comme question tout ça? Non, ce n'est pas complexe, non. Non, mais je comprends la question, mais elle est vraiment intéressante, hein, parce que c'est vrai qu'il y a cette distanciation entre justice équitable, a priori, hein, et justice impitoyable. Alors, ça a toujours l'air d'être très très distant finalement, alors que pas forcément. Il y a toujours cette idée que ce qui est bon est juste et mièvre, et ce qui est mauvais est fort et impitoyable. Mais voilà, non, on va dire c'est un grand mix des deux. Alors non, enfin, si peut-être que l'inconscient collectif de l'humanité sera peut-être impressionné éventuellement par la méthode, encore que il n'est pas question de donner des coups de fouet en place publique, hein, ça. Non. Non, la seule chose, c'est que on va vraiment axer cette notion de justice sur la notion de responsabilité, encore une fois. Ça, c'est vraiment, c'est un point absolument majeur, absolument essentiel. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne peuvent ni dire, ni faire n'importe quoi en imaginant que ça restera éternellement sans conséquence. Ça, il faut absolument qu'ils en prennent conscience, et il faut qu'ils regardent en eux pour savoir où ils en sont. Je vais prendre un exemple tout bête. Prenez, admettons, des lois propres au commerce. Admettons que nous sortions une seule et unique loi. Admettons, hein, ce sera pas le cas. Enfin, pour faire simple, on va dire ça. On ne sort qu'une seule et unique loi en rapport avec le commerce. Et cette loi dit, chaque coparticipant à une affaire commerciale se doit impérativement d'être honnête.
c'est tout. Ça laisse un champ d'une immensité extraordinaire. Mais comment voulez-vous détourner une loi pareille? Vous ne pouvez pas. Si vous avez des centaines d'articles de code, il y a toujours moyen d'en prendre un qui va contredire l'autre et qui permet de tourner autour des arguments. Ah oui, mais ça a été dit comme ça, ce qui veut dire que finalement l'argument qui n'a pas été employé, on peut par défaut, on peut le considérer comme étant valable. Enfin bref, voilà, c'est devenu la spécialité de nombre d'avocats, ça. Il détourne et contourne la loi de manière extraordinaire, en jouant sur les mots, sur le respect des procédures. Non, la vérité n'est pas une procédure. La vérité, c'est la vérité. Et ce qui ne l'est pas, mais bien ne l'est pas, tout simplement. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut engager une relation commerciale avec quelqu'un et que il a cet article de loi affiché au mur, il est le seul, hein, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez impérativement être honnête. Si quelque chose se passe mal dans cette transaction, et que quelqu'un est lésé alors qu'il ne l'aurait pas dû, eh bien, la personne lésée va faire quoi? Elle va porter plainte. Eh bien, si les participants à cette transaction commerciale passent devant la prêterie, qui les sonde pour essayer de savoir exactement ce qu'il en est, celui qui aurait été malhonnête sera obligatoirement mis en évidence. On ne peut pas être malhonnête malgré soi. À moins qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas compris du tout, mais sincèrement, qu'on n'ait vraiment pas compris. Dans ce cas-là, on ne pourra pas mettre la faute sur la personne. On pourra lui reprocher potentiellement de ne pas s'être renseigné davantage ou voilà. De ne pas avoir fait preuve davantage de conscience dans la pratique commerciale qu'il exerce, de l'avoir peut-être pris trop légèrement, ou ça ce sont des corollaires finalement. Donc on peut remonter dans l'échelle des responsabilités et des causalités ayant causé un phénomène qui était préjudiciable pour quelqu'un en définitive, et déterminer à quel degré qui est responsable de quoi. Et là, établir à ce moment-là un diagnostic de la situation et proposer potentiellement une manière de remédier à ça. Il ne s'agit pas de condamner les gens, il s'agit de leur apprendre à être plus responsables et potentiellement plus honnêtes. Donc, voilà, il peut y avoir des gens qui n'ont commis aucune faute, mais dont l'intention était tellement malveillante qu'il aura fait inconsciemment déraper quelqu'un d'autre qui était plus faible psychologiquement, faisant porter la faute sur lui, alors que, à l'analyse, c'est lui qui en est responsable, le premier, et c'est lui qui sera condamné à ce moment-là. Pas forcément lourdement, mais en proportion de son état d'esprit du moment. Ça, on ne peut pas l'obtenir avec des articles de loi extrêmement compliqués. Il faut quelque chose de simple. Et il faut que chacun voit en lui se mettre face à lui-même et se demande profondément, est-ce que je ne viole pas la loi? Est-ce que je suis vraiment honnête? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être honnête? C'est quoi l'honnêteté pour moi? Etc., 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 etc. Et c'est par ce genre de pratiques appliquées à tout égard de la société que chacun sera contraint et forcé pour vivre en bonne intelligence et de manière saine, avec lui-même déjà et avec les autres ensuite. C'est la seule manière qu'il aura de pouvoir avancer dans cette prise de responsabilité, cette habitude de se voir, de se scruter, de ne pas fermer les yeux sur une part de lui-même, pour espérer vraiment progresser et être très à l'aise. C'est là que les faux semblants et les doubles discours et je pense une chose et je dis le contraire, et tout ça va pouvoir s'effacer petit à petit. Finalement, c'est le tissu juridique qui va pouvoir permettre d'éprouver sa capacité à faire ça. Alors, forcément, quelqu'un qui apprend à se fonder sur ce que nous appelons aujourd'hui les 5 piliers de la perfection, à savoir
une aspiration à quelque chose de juste, l'effort pour manifester cette chose juste, la sincérité dans cette aspiration et dans cet effort, le détachement autant que possible, et la légèreté d'esprit, de cœur, l'humour quand même sur soi-même et sur le résultat. C'est pas forcément facile tout de suite. Mais si quelqu'un n'y parvient pas, mais c'est fondé là-dessus, pour essayer, même dans l'échec, ça lui sera jamais reproché. Jamais. Vous voyez, on ne peut pas, en âge de diamant, et d'autant plus dans le paradigme qui vient, on ne peut pas juger qui que ce soit sur une conformité comportementale par rapport à un texte. Le livre, c'est bien, ça donne une direction. Mais on ne peut pas tout fonder sur un livre, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau philosophique, que ce soit au niveau informatif, ou quoi que ce soit. C'est un médium d'information, c'est un support. Mais il faut toujours aller au-delà de soi-même. Et en allant au-delà de soi-même, le livre se réforme. Enfin voilà, je vais peut-être un peu plus loin que l'objet de la question, mais c'est quand même important parce que tout ça est corollaire finalement. Donc l'humanité craigne, oui c'est vrai que l'humanité est très vissée sur la peur, mais il suffira d'enseigner ça correctement. Et puis les gens qui se feront pincer et qui ne seront pas des gens malveillants pourront témoigner de la clémence en rapport. Et ce sera toujours expliqué. Une décision, entre guillemets, de justice ne sera jamais donnée comme ça, bam, une sentence, prends-toi ça dans la figure, et puis on passe au suivant. Non, jamais, jamais. Il y aura quasiment un enseignement lié à la décision qui sera prise de manière à faire correctement comprendre à la personne les tenants et aboutissants, le pourquoi et le comment, pourquoi on ne lui tient pas rigueur, pourquoi on lui tient rigueur de quelque chose qu'il n'a pas commis lui-même, pourquoi sa responsabilité se trouve engagée dans une situation dont il n'est que observateur et non pas acteur. Ça va très très loin, très loin. Mais nul ne pourra jamais se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Plus personne ne pourra jouer le double jeu. Plus personne. Alors, bon voilà, le bras séculier de Dieu, quelque part, oui, c'est pas faux, hein, finalement. On n'est pas dans les mots sont inadaptés à la situation. Le bras séculier de Dieu, les anges exterminateurs, non, non, c'est pas ça, mais il est vrai que la loi de l'absolu prévaudra, et elle est infiniment juste. C'est de la justesse à l'état pur, ça. À l'état absolument le plus pur. Et on ne peut pas réclamer que une civilisation humaine soit juste en essayant d'en profiter soi-même et de tricher dans ce contexte-là pour être mieux. C'est pas possible, bien évidemment. Je pense que les gens profondément honnêtes n'auront certainement pas peur de la justice, certainement pas. D'ailleurs, il y a des gens qui, c'est un mauvais exemple parce que ça ne fonctionne pas, mais il y a des gens qui, absolument certains de leur, bon droit, ont demandé un passage au détecteur de mensonges, par exemple, parce qu'ils étaient absolument sûrs d'eux. Bon là, l'état émotionnel joue, si jamais ils en traquent, une réponse vraie peut passer pour faussement. Bon, ça c'est autre chose. Mais pour dire, il y a des gens qui spontanément viendront solliciter une prêterie, lisez en moi, et voyez à quel point je suis honnête et sincère, pour autant que je le puisse. Et s'ils ne le sont pas, mais qui croient vraiment l'être, eh bien ça leur sera enseigné, et ils ne seront pas pénalisés pour ça. Mais ils seront guidés vers le moyen de pouvoir se découvrir plus en profondeur et faire mieux. Vous voyez, ce n'est pas une logique punitive du tout, du tout, du tout. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, hein, il y a quelqu'un qui est lésé, il porte plainte, il faut un coupable, il faut que quelqu'un paye. Là aussi, hein, la dette envers la société. Toute cette fichue société d'âge de fer est fondée sur le principe de la dette à tous les niveaux, pas forcément que financier, hein, loin de là. Donc, non, vos mots ne sont pas excessifs, Michel. Ils s'expriment les choses telles qu'elles seront effectivement. Donc,
c'est une bonne question et j'espère que les arguments sont à la hauteur de la qualité de la question. Intéressant en tout cas, hein. Vous avez toujours le discours aussi enflammé. Hein. Vous êtes une enthousiaste née. Ah oui, c'est peut-être parce que le monde qui vient est fondamentalement enthousiasmant. Ça oui, moi je sais à quoi ça correspond. Hein. Les gens qui nous écoutent, très peu. Ils seront obligés de le découvrir. Et ça peut faire peur parce que on ne connaît pas, hein, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors il faut avancer avec confiance, avec prudence, mais bon, le climat dans lequel les gens seront plongés sera tellement inspirant que je pense que beaucoup de ces peurs disparaîtront. Le naturel reviendra au galop. Eh bien, on l'espère tous, de tout cœur. Allez, intervenant suivant, en l'occurrence suivante et dernière, pour l'avant-dernière question de cette vidéo podcast numéro 40 et... 40 et quoi 42. Et oui, voilà, heureusement que vous êtes là. Bon, alors, avant-dernière question, Athéna Vénus. Hein, là aussi, ça faisait longtemps. Bonjour, Athéna Vénus. Bonjour, Athéna Vénus. Alors, Athéna Vénus nous demande ceci aujourd'hui. Bonjour à l'intervieweur et à la Major Ilialana. Votre visage, Major Ilialana, est à découvert. Vous l'avez remarqué, ça alors. Que nous vaut cette divulgation soudaine? Oh, quelle est bonne la question. Je me doutais qu'on posait cette question. Forcément. Bon, d'abord, je suis pas... C'est pas mon idée, mais bon, on m'a quand même demandé mon avis, j'ai dit pas de problème. En fait, c'est vrai que par rapport à la première vidéo podcast, intitulée La tempête vient, et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, forcément. Ça, c'est un peu comme... je sais qu'on a fait la remarque à Syrah sur le portail des tickets, parce que le système demande qu'on mette un nom de famille. Alors Astria a mis Praka pour Prakandasanamuka, et Syrah a mis le nom le patronyme qui figure sur la carte d'identité, la vraie fausse carte d'identité dont elle dispose actuellement. Donc elle a pas peur de s'exposer, elle, par contre. Mais de toute façon, bon, elle ne vit pas en pays francophone, donc ça gêne beaucoup moins par rapport à ce qu'elle fait pour la francophonie ici, les tickets par exemple. Et puis il y a toujours cette possibilité de nier farouchement, ce qui de toute façon est prévu. Mais pour moi c'est pareil, à la limite. Moi j'interviens en pays strictement, exclusivement anglophone, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Mais au cas où ça en aurait, ça n'a pas... on peut toujours nier avec aplomb, vous savez, c'est pas un souci. Non, mais le fait que mon visage puisse être à découvert aujourd'hui, c'est quand même dû à l'évolution de la situation par le fait que nous avons une totale maîtrise des articulations du système. Nous ne risquons plus de nous retrouver face à à avoir notre couverture compromise. Il ne s'agit plus de couverture, c'est terminé, l'histoire le temps de la couverture, c'est fini, on n'est plus sous couverture maintenant. Le poste que j'assume aux États-Unis n'a rien à voir avec celui que j'assumais à l'époque. Ça a complètement changé. Bon, en Chine, je n'y suis plus. En Israël, bon, c'était le premier pays à se faire mettre la main au collet. Bon, ben, voilà, ces jeux-là sont faits. Alors, bon, c'est vrai que la voie reste filtrée, parce que ça, psychiquement, on peut retracer et trouver une signature commune, et ça peut causer des dégâts parmi d'autres sœurs à moi. Donc finalement, c'est gênant, par contre. Mais non, le visage est absolument sans incidence. Sans incidence. Je comprends que ça intrigue, et bon, il semblerait que Athéna Vénus soit attentive à ce qui arrive au Twitch et tout ça.
Alors, deuxième question d'Athéna Vénus. Donc, toujours en restant sur le thème de l'apparence, pourquoi avons-nous tous non pas une, mais plusieurs personnes qui nous ressemblent plus ou moins physiquement? Quelle explication à ça? Je vous remercie tous les deux, merci. Donc. Ça c'est tout simple. L'apparence physique d'un être humain est déterminée sur base de sa génétique, à savoir chacun ressemble plus ou moins à ses parents, l'un, l'autre ou les deux. Enfin bref, faut voir des ascendants dans l'enchaînement familial, disons. Mais la détermination des traits caractéristiques propres à la personnalité d'une personne, en fait, sont déterminées par la nature des pensées. C'est-à-dire que au fur et à mesure des années, la moyenne des pensées émises par quelqu'un s'imprime dans son corps. On peut avoir une différenciation qui arrive entre deux jumeaux, par exemple, bon, surtout s'ils sont de faux jumeaux, même parmi les vrais, l'un d'eux prend une certaine direction et l'autre a tendance à en prendre une autre, c'est-à-dire que les deux explorent et exploitent deux embranchements différents à partir d'un tronc commun. Ils peuvent finir par se dissocier au niveau ressemblance, par exemple, parce que l'un d'eux pensera comme ci et l'autre pensera comme ça. Au fur et à mesure des années, on porte sur le visage la force, l'impact de ses pensées. Ça, c'est propre à l'humanité incarnée. Hein. Mais c'est extrêmement marqué, ça. Et on est toujours en lien avec quelqu'un qui pense comme nous. Il y a tellement de monde sur cette terre, même si vous n'êtes pas 7 milliards, hein, mais à la limite vous seriez 100 millions, 300 millions. Allez, ça suffirait pour faire en sorte que chacun ait une forme de contrepartie avec la personne qui est la plus calée dans le même type de pensée que soi. On peut dire que toutes les pensées influencent tout le monde. Tout le monde reçoit plus ou moins le champ collectif de la pensée collective de l'humanité. Mais tous les individus ne sont pas aussi réceptifs à certains types de pensées qu'à d'autres. Donc à partir du moment où on est là soi-même et qu'on émet une pensée ou qu'on retransmet consciemment une pensée que l'on a reçue inconsciemment, ça va mettre en résonance quelqu'un qui a tendance à penser comme nous. Et la personne qui pense le plus comme on pense soi-même, c'est là-dessus que naissent des amitiés. Ah, tu penses comme moi, donc je t'aime bien. Tu penses complètement, t'as pas du tout les mêmes opinions, je peux pas être copain avec toi. C'est un peu le même genre. Voilà, hein, disons la version un peu au-dessus. Et la personne qui pense le plus comme on pense soi-même, obligatoirement, si elle est au fil des années, qu'elle se tient à cette ressemblance, hein, de manière parfaitement inconsciente, bien sûr, eh bien, elle finira par vous ressembler obligatoirement. Obligatoirement. Et il y a suffisamment d'êtres humains et de diversité au sein de l'humanité aujourd'hui pour que ce soit absolument systématique pour tous les êtres humains de ce monde. C'est étonnant, hein? Eh oui, comme tant d'autres choses. Allez, une remarque d'Athéna Vénus. Aujourd'hui, votre visage. On revient sur votre image, Iliane. Donc aujourd'hui, votre visage. Demain, peut-être votre voix, sans voile. Et puis, pourquoi pas enfin, la rencontre en majuscule avec vous toutes. Ça va vite. Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la voix, c'est quand même, c'est plus délicat. Vous avez quelqu'un qui parle, qui s'exprime, voilà, qui met son énergie dans ce qu'il exprime, pas que dans les mots, mais il y a cette pensée qui se mêle à la voix et qui est dispersée comme ça. C'est quand même, c'est très particulier, c'est très imprégné d'une signature énergétique précise. Et on pourrait potentiellement dévoiler encore un peu tôt, pour le coup, la qualité vibratoire, le dénominateur commun, en fait, à toutes les divisions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter encore. Mais pour la photo, comme je dis, ça ne gêne plus, c'est complètement différent, hein. On peut très bien imaginer prendre une photo de n'importe qui, et la mettre, bon, voilà, c'est vous.
Bon, ça peut poser des problèmes potentiellement juridiques. Si la personne qui n'est pas vous est en photo et se reconnaît, dit qu'est-ce que je fais là? Et puis, enfin bon, voilà, ça peut être problématique. Mais sinon, bon, non, une photo est une photo. Hein. Officiellement, c'est censé être la mienne. Officiellement, je dois vous dire que je ne peux pas répondre à la question. Parce que vous l'avez demandé en l'occurrence. Bon, honnêtement, moi je m'en fiche, et puis il n'y a pas de... Enfin, quant à moi, il n'y a pas d'incidence du tout. Donc, non, une photo, je vous dis, on peut nier. On peut obligatoirement nier. Par contre, à la voir, s'il y a une analyse vocale qui est faite sans filtre, et qu'on échantillonne votre voix, alors là, automatiquement, vous êtes dedans. Et le problème n'est pas technologique à ce moment-là, en ce qui nous concerne. Il est psychique. Il peut rester des psychistes actifs, dévolus à l'ennemi, et qui soient potentiellement susceptibles de mettre en évidence la signature proprement dite. Ça peut être gênant. Encore. Par rapport à la stratégie mise en place. Mais un jour, une fois que le basculement aura été opéré, il n'y aura plus aucun problème à ce niveau-là. Plus aucun problème. Et la rencontre, bien évidemment, elle se fera. Je vous dis, il est hors de question que les 10 restent en marge de cette société. Elles l'intégreront pleinement. Il y aura beaucoup moins de contingents petit à petit. Mais la présence de la Prakhanda Senamuka dans un monde habité comme celui-là est absolument indispensable. Et ça le restera toujours. D'autant plus ici qu'ailleurs au vu des enjeux. Donc oui, effectivement, la rencontre aura lieu, les filtres sur les voies passeront, et effectivement, ça va vite. Vous avez tout à fait raison. Et ça va d'autant plus vite que, nous passons ce temps en bonne compagnie, car nous voici déjà, arrivés au terme de cette... de cette 42e entrevue. Vous êtes fâché avec le 42. Oui, il paraît que 42, c'est le nombre de l'univers. Savoir pourquoi. Enfin bon, bref. Merci Eliana, merci pour vos excellentes réponses, comme d'habitude, pour votre joie de vivre, pour votre humour, votre gentillesse, etc. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent, à jeudi prochain pour la 43e, cette fois. Quand on a passé le cap de la 42e, tout va bien. Mais merci à vous également, et à tout bientôt. À bientôt à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà. Et si cette entrevue et ces entrevues en général vous plaisent, merci de les liker, de les partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier tout comme vous. Les commentaires sont modérés mais ouverts. Laissez-y vos remarques si vous le souhaitez. Un petit mot, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à poser à la Prakhanda Senamuka ou à Eliana personnellement, si vous souhaitez participer à ces vidéos podcasts et devenir intervenant ou intervenante et poser vos questions afin d'obtenir les réponses d'Eliana, je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle amgt.link/questions-haute-viche afin de nous les transmettre. Si vous avez par contre des suggestions, des remarques, des témoignages, ou éventuellement des questions mineures ou des petits détails à préciser, vous faire préciser, et que vous souhaitiez rendre public via le forum ou non, via la plateforme des tickets, vous pouvez vous rendre soit sur le forum de la Prakhanda Senamuka à l'adresse prakhanda.news ou sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket, donc à l'adresse prakhanda.email. Eliana, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous à la prochaine, comme à tous ceux qui nous écoutent, portez-vous bien et que le meilleur vous soit donné. Merci beaucoup, merci pour tous, merci pour toutes mes sœurs qui reçoivent le message en même temps que moi, et à tout bientôt, alors bye bye, à la prochaine. Allez, salut les amis, à jeudi.